estamos. La voix des Judéo-Espagnols, une émission préparée par Bella Lustig Et présentée par Liz Gutmann con mucho placer y alegría. Vini da buena, Bella. Vini da buena, añada buena y dulce como el miel, como decimos nosotros. On vous souhaite vraiment le meilleur et une année de douceur, de miel. Absolument, voilà. con alegría. Exactement. Et on le souhaite aussi à notre invité aujourd'hui, François Hazard, Lior, édition de nouvelles parutions et un livre qui a été un vrai coup de cœur pour Bella, La vie picaresque d'Elia Carmona. On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, quelques infos, Bella. Oui, succincte, puisque nous sommes en plein dans le mois de Tishri, donc les fêtes. Alors, peu d'activités. D'abord, au Ciété, bon, il y a une sortie au barreau de Paris avec une conférence sur l'affaire Dreyfus. Il y a des ateliers de conversation, il y a pas mal de choses. Mais pour cela, au Ciété, il faut appeler le 06 46 47 66 32. On répète. 06 46 47 66 32. Quant à Akiesta, moi je crois que certaines activités vont reprendre, notamment je crois le cours de judéo-espagnol, mais le mieux, si vous voulez adhérer, si vous voulez le programme, si vous voulez recevoir le magnifique Caminando y Hablando, vous appelez le 06 98 52 15 15. 06 98 voilà. 52 15 15. Et François, en fait, tu es le président. Alors, le vice-président d'Akiesta. Non, mais il a plusieurs casquettes. Alors, les cours de langue reprennent quand? Alors, donc, le jeudi 17 octobre, donc la semaine prochaine, à 14h au Centre Médem. Non, dans 2 semaines. Dans deux semaines. Dans 2 semaines, au Centre Médem, à quelle heure? À 14h. À 14h. Voilà, donc on a le grand plaisir donc de recevoir François Hazard qui a plusieurs casquettes. Il est non seulement vice-président d'Aquí Estamos, c'est le rédacteur en chef quand même du Caminando y Hablando que vous recevez régulièrement. Et surtout, eh bien, c'est l'éditeur et le créateur de Lior Édition qui fait un travail absolument remarquable. Vraiment. Ah oui, pour transmettre notre patrimoine judéo-espagnol. Et donc, il diffuse plusieurs ouvrages. Donc, le premier, c'était Le Perroquet, qui a plu énormément d'ailleurs. Et on va lui poser quand même quelques questions pour nous dire comment il a eu l'idée, quel a été le déclencheur de créer Lior Édition. C'est un peu un nouvel étage de la fusée Aquí Estamos, si je puis dire, dans le sens où, pour moi, ce qui est important, c'est la transmission. Il y avait des éditions judéo-espagnoles auparavant qui avaient été fondées d'abord par Vidas Largas, puis ensuite donc le professeur Sefira, puis ensuite Jean Carasso avec la lettre séfarade. Malheureusement, tout ça a disparu et donc je trouvais qu'il était utile d'avoir un relais autour de la culture judéo-espagnole. Et je parle de transmission, je parle de projet, c'est-à-dire quelque chose qui soit pas seulement autour de la nostalgie, de la restitution d'un monde disparu, mais aussi quelque chose qui transmette des leçons de vie, la sagesse d'un monde, qui s'est établi, qui a fonctionné pendant très très longtemps, et donc il y a effectivement quelque chose de bouleversant dans les leçons de ces personnes âgées qui racontent souvent leurs récits de jeunesse. Donc c'est des récits initiatiques. C'est ça qui m'a marqué. Ce sont des gens qui ont beaucoup vécu des bouleversements, donc qui ont connu l'expérience de l'exil, qui se sont adaptés à des situations difficiles, qui ont rebondi plusieurs fois dans la vie, qui ont une grande agilité, qui ont aussi une grande tolérance, une grande capacité à comprendre les autres. Et ça, je pense que c'est essentiel dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Tout à fait. Alors, il y a quand même une originalité dans les livres qui paraissent quand même chez Lior Édition, c'est qu'ils sont également en judéo, ils sont bilingues. Voilà, alors pour moi c'est important. Ça, c'est quand même d'une importance capitale. Ça permet de faire revivre la langue. Ça donne une deuxième vie véritablement à notre patrimoine. Et donc une vraie transmission. Tout à fait. Voilà, et alors, on dit souvent que on apprend en enseignant. Oui. Moi, j'ai aussi appris le judéo-espagnol qui m'a pas été vraiment transmis dans la famille. Donc, je l'ai appris
il y a une dizaine d'années à peu près, mais en même temps que j'édite des textes ou que j'écris des textes en judéo-espagnol aussi, c'est une façon aussi pour moi d'approfondir cette connaissance de la langue. Donc voilà, on apprend en marchant et en transmettant. Donc c'est aussi quelque chose que je souhaite partager avec les lecteurs. C'est une expérience. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de conférences, on fait beaucoup de rencontres autour de ces livres, parce que c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Il faut donner des clés aussi de lecture. Et puis il y a cette langue qui est effectivement extrêmement savoureuse, extrêmement riche, parce qu'il y a beaucoup de synonymes. Elle a emprunté à énormément de langues, donc on a la possibilité, quand on cherche un terme, de le dire dans beaucoup de langues différentes. Et c'est une langue très savoureuse, c'est une langue très vivante en fait, qui n'est pas stabilisée. Est-ce que tu as des retours des lecteurs qui, par exemple, lisent tes livres mais côté espagnol? Alors oui, bien sûr, j'ai des témoignages qui m'ont ému, parce que ça a été utilisé par exemple à l'école juive de Salonique. Ah oui. Donc ils ont fait un petit spectacle à partir du perroquet juif en judéo-espagnol. Alors ils ont transformé le conte, parce que c'est fait pour aussi être transformé, être adapté, être mis à la portée de chacun. Et ils ont fait un spectacle autour du perroquet juif avec des enfants, donc qui jouaient les rôles. Ils ont fait la même chose à Seattle, donc on traverse l'Atlantique, donc de l'autre côté. À Seattle, aux États-Unis. Et là, c'est des personnes âgées là qu'on fait la même chose avec. Ils se sont déguisés l'un en perroquet, voilà. Bon. Mais tu le traduis en anglais aussi. Alors je l'ai traduit en anglais parce qu'effectivement, on est une culture universelle, comme le Yiddish. Il y a des judéo-espagnols sur les 5 continents. Oui, il y a des juifs judéo-espagnols en Amérique du Sud. Il y en a un peu partout. En Australie, à Melbourne. En Australie, oui. En Afrique du Sud, enfin dans des endroits tout à fait improbables, au Zimbabwe, voilà. Bon. Ouais. Ah bon, vraiment? Ah oui. Des Rhodesli au Zimbabwe. Bon, enfin voilà, et pas qu'un peu, donc c'est intéressant. Très. Voilà, donc c'est important effectivement que on ait des petites communautés dans chacun des pays, mais en même temps, voilà, il y a des gens qui m'ont acheté des livres en Alaska, donc c'est des livres de cuisine judéo-espagnole. C'est vraiment un travail extraordinaire de mémoire. Ah oui, vraiment. Vraiment, c'est un renouveau pour nous. Oui, c'est vrai. Absolument extraordinaire. Alors, justement, dans le livre que j'ai choisi vraiment, parce que tous les livres me plaisent énormément, mais là, je suis tombée sur ce livre. D'ailleurs, on avait fait une conférence au musée d'art et d'histoire, et Gaëlle et toi, vous avez parlé vraiment de ce livre avec tellement d'enthousiasme que je me devais de le présenter aujourd'hui. Alors, La vie picaresque d'Elia Carmona, dont d'ailleurs il y a une deuxième partie de ce livre qui est complètement judéo-espagnol. C'est incroyable. Je peux lire quelques lignes. Como nació Elia Carmona, como se engrandeció, y como se hizo director del Juguetón, qui était un journal judéo-espagnol. Satirique. Le canard enchaîné. Et voilà. Et c'est 40 años de su vida, escritos por el propio, à l'occasion de l'anniversaire de la sortie donc de ce journal. Donc dans ce livre, une partie en français et une partie en judéo-espagnol. C'est une édition bilingue en fait, tout simplement. Non mais c'est un enchantement et un régal. Très sincèrement. Alors c'est une autobiographie. Oui. Alors ce sont ses jeunes années, donc ce sont ses années d'initiation. Il écrit ça un peu sur le tard, puisqu'il l'écrit en 1926, mais là, on est à la fin du règne d'Abdulhamid, donc c'est la fin du 19e siècle, ça couvre des années 1880 à 1908, c'est-à-dire à la révolution jeune turque, quand il fonde El Juguetón. Donc c'est quelqu'un qui est à la recherche de son destin, qui vient d'une très grande famille. Les Carmona, son grand-oncle était le trésorier de l'Empire ottoman. Il a un oncle qui est sénateur de l'Empire, mais malheureusement son père a perdu sa fortune et donc il se retrouve très jeune, obligé de gagner sa vie. Et il fait 36 métiers, il passe d'abord d'un maître à l'autre, un peu comme dans les livres picaresques. Mais oui, il a 24 lettres quand même de recommandations. De recommandations pour se présenter, pour chercher du travail, c'est inouï. Malheureusement, il a des expériences malheureuses. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Oui. Donc, il va, puisque ça marche pas à Istanbul, il va aller à Salonique, puis ensuite il va aller à Izmir, et puis il va aller à Alexandrie, puis au Caire. Donc, il va de ville en ville, et à travers ça, il nous donne un portrait de l'Empire ottoman à son couchant. Il rencontre énormément de monde parce qu'il a un nom qui est très célèbre. Donc, évidemment, il a des amis de la famille qui le suivent jusqu'au moment où, au Caire, il se retrouve seul.
il se retrouve dans la misère absolue, c'est-à-dire qu'il couche dans la rue, il mange dans les poubelles des restaurants. C'est un moment dramatique dans le livre, c'est un peu l'acmé. Ah oui. Il songe au suicide. Donc, on est dans un moment dramatique et c'est là où il va, comme dans un conte, se métamorphoser. Et il y a ce passage qui est très beau où il va à la synagogue de Ben Ezra, qui est une synagogue très célèbre, très ancienne, au cœur du Caire. Donc, il rentre comme dans une forêt enchantée, c'est-à-dire qu'il va... C'est dans la ville, mais il va d'abord prendre le tramway, puis il va s'arrêter, il arrive dans la vieille ville, et il va de ruelle en ruelle, de passage en passage, dans un endroit, jusqu'au trouver une petite place où il y a cette synagogue, cet endroit magique, où il assiste effectivement à un rituel magique. C'est un lieu de ralliement extraordinaire, quel que soit le pays d'ailleurs. Absolument. Quel rituel magique? Alors, c'est une femme qui va avec son enfant qui est malade, et qui va... embrasser la Torah pour soigner son enfant qui est mourant. Et donc, il assiste et il rapporte cette scène qu'on lui explique parce que lui, il comprend pas du tout ce qui est en train de se passer parce qu'il a jamais vu ça. Et cette visite va être un tournant dans sa vie, c'est-à-dire que sa chance va changer, tourner. Hein. Et alors, il y a ces années ensuite où il va rentrer à Istanbul, rentrer dans ce métier d'imprimeur, et jusqu'en 1908, où, à la Révolution jeune turque, la censure tombe et il peut enfin réaliser le rêve de sa vie. Tout le monde ne rêve pas de ça, mais lui s'est fondé un journal satirique en judéo-espagnol, donc El Juguetón, qui va être un journal très célèbre dans le monde. Et là, on est en quelle année? Alors, la fondation du livre, c'est en 1908, et ce livre, cette revue... Je crois. Alors, il écrit le livre en 1926 et il va décéder en 1931 et malheureusement sa revue avec lui disparaît. Mais alors c'est écrit avec il raconte ça, il a beaucoup d'humour, il y a une dérision incroyable, une autodérision extraordinaire et vraiment il y a même des passages assez incroyables quand on lui apprend que son père est mort et qu'il part. Alors il a des aventures aussi féminines. Il a des aventures vraiment picaresques, c'est le cas de le dire, et il rencontre des gens hauts en couleur. Voilà. Il brosse des tableaux assez... On les voit. C'est des gens qui se font par eux-mêmes, en fait. C'est des gens qui sont pas normés. Alors, évidemment, ils sont passés certains par des écoles. Lui-même a été à l'école de l'Alliance. Mais il les quitte très tôt. Et c'est des gens qui sont pas formatés par une éducation très rigide. Il y a des règles, évidemment, à suivre, mais elles sont tellement... on n'arrive pas à survivre avec ces règles. Donc, il faut bien se débrouiller. Il a quitté l'école assez tôt, finalement. Il a quitté l'école très tôt parce que son père n'avait plus de quoi lui payer l'école, tout simplement. Ça, Donc il s'est mis, il est passé il a dû quitter à 16 ans et aussitôt il a dû donner des cours de français, un français qu'il maîtrisait très mal en fait. Donc il dit, mi francese enxuguado, mon français mouillé, mon français un peu tordu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est plein d'audace. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est quelqu'un il a un destin difficile, mais c'est quelqu'un qui toujours va de l'avant et essaie quelque chose de nouveau. Il s'arrête jamais. C'est extrêmement positif. Alors, je vous propose qu'on reste ensemble. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Et l'on reprend le cours de notre émission judéo-espagnole Aquí estamos, la voix du judéo-espagnol, en compagnie de Bella Lustig, notre invité ce matin, François Hazard de Lior Éditions, pour ses dernières parutions et pour la parution de La vie picaresque d'Elia Carmona, une autobiographie qu'on a évoquée en première partie d'émission. Un livre avec une grande saveur. Et puis, je trouve aussi, c'est un tableau extraordinaire quand même de l'Empire ottoman. Oui, pas seulement du monde juif. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'ils vivent pas du tout en ghetto, donc ils parlent beaucoup de langues. Il y a des passages en grec, il y a des passages en turc. C'est un livre d'histoire. Il y a des mots en français, il y a des mots... Voilà. Donc, c'est un livre polyglotte, c'est un livre cosmopolite. Il rencontre... les amis de la famille ne sont pas que des juifs. Même les meilleurs amis et ceux qui vont l'aider le plus sont des Grecs
et surtout un pacha turc qui va vraiment lui donner beaucoup d'argent. Voilà, qui va perdre très vite, d'ailleurs, assez vite, parce que voilà, l'argent, il le gagne, mais il lui file entre les doigts, mais ça, c'est tout à fait picaresque. Oui, il y a des passages même très émouvants, parce que comme il a dormi dans les rues, etc., il était dans un dénuement inouï, et puis quand il commence à gagner un petit peu d'argent, il va au restaurant, il est très étonné comment, finalement, maintenant qu'il a un certain niveau, il est reçu très bien, il se rend compte de la différence entre son état d'avant et un moment où justement il est reçu comme un pacha, quoi. Il se rend compte surtout que l'argent va à l'argent, c'est-à-dire que quand il a de l'argent, il en a encore plus, mais que quand il en a pas, alors là, c'est encore pire. Il est là, il est un peu naïf. Oui, un peu naïf. C'est-à-dire qu'il revient sur ses années de candeur, en fait. Oui. Il revient avec l'expérience de l'âge. Et voilà, il parle de l'amour, par exemple. Donc les relations qu'il a avec les filles, c'est quand même... Avec ses deux femmes, enfin, c'est sa maîtresse. Voilà, mais tout ça est très intéressé. C'est ça qui est amusant. C'est que voilà, les sentiments, ça rapporte. Oui. Et sa maman qui a une importance, c'est quand même énorme dans le livre. C'est très important aussi, sa mère. Les mères juives n'ont pas de frontières. N'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Parce que à partir du moment où sa mère l'appelle, il est toujours là, quoi. Et il a besoin de ses conseils. D'ailleurs, il y a un moment assez extraordinaire. Il est toujours là, mais il s'échappe en même temps parce qu'il a bien besoin de gagner sa vie. Voilà. S'il écoutait sa mère, il ne serait jamais parti. Ah oui. Donc, mais sa mère sait le ramener. Parce que lui, il aurait voulu aller jusqu'en France, en fait. Et ça, sa mère... Mais elle avait de mauvais souvenirs, sa mère, sur le Alors, Paris, sa mère sait mentir aussi quand il faut. Oui. Donc, elle raconte que le père est mourant. Donc, évidemment, il est obligé de revenir à Istanbul. Évidemment, son père se porte comme un charme quand il arrive. Bien sûr. Mais en fait, c'est un livre qu'il faut absolument offrir. Bientôt, ce sont les fêtes de Hanouka. Moi, je vous le conseille très vivement parce que vraiment, je me suis plongée avec délice dans ces livres. Donc, La vie picaresque d'Elia Carmona, autobiographie, parue chez Lior Éditions. Il y a de nouvelles parutions aussi. Alors justement, la question que j'allais poser à François. Alors, quels sont tes projets maintenant et qu'as-tu sur le... Alors, on vient de publier 3 livres, dont l'un est pratiquement une suite logique du livre d'Elia Carmona, qui est le livre de Nissim Ben Ezra, l'orphelin du Bosphore, tout simplement parce que Nissim Ben Ezra a été l'apprenti d'Elia Carmona, et qui raconte son passage. C'est une suite, en fait, un peu. On peut dire que c'est une suite. Surtout, c'est dans le même ton. Alors là, c'est un livre en français, mais où on sent le judéo-espagnol à chaque page, à chaque ligne, presque, je dirais, parce que c'est très savoureux, et c'est dans l'esprit judéo-espagnol totalement, et vraiment la langue, qui était la langue de Nissim Ben Ezra également, elle est présente dans son français. Alors, le livre de Nissim Ben Ezra, c'est aussi des années d'initiation. C'est aussi quelqu'un qui a grandi dans la grande misère, puisqu'il avait perdu et son père qui est mort aux Dardanelles, et sa mère et sa grand-mère qui sont mortes de faim en 1915 pendant la famine à Istanbul. Et il raconte, alors là c'est un portrait vraiment de la ville, de quartier en quartier, puisqu'il est né sur la côte asiatique à Paşabahçe, ensuite il va à Kuzguncuk, ensuite on va à Ortaköy, ensuite on va à Galata, on va à Kadıköy. Tous ces quartiers qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre d'Elia Carmona. Et on finit par retrouver Elia Carmona, justement. Mais toujours dans ce style très picaresque, avec beaucoup d'autodérision, un monde évidemment divisé en classes sociales, très fortes. Voilà. Et un petit mot tout de même, parce que tu as dû... il a fallu traduire ce livre, justement. Comment tu as fait appel à qui? Alors, j'ai fait appel à Vanessa Pfister-Mezavage, qui était une des étudiantes de Marie-Christine Varol, professeure à l'INALCO, professeure de judéo-espagnol. Après, moi, j'ai révisé aussi cette traduction. Quand je dis qu'on apprend en faisant, c'est aussi un travail auquel je me suis livré. Et il y a dessus une révision finale de Marie-Christine Varol. Donc, énormément de notes. On a beaucoup travaillé à partir d'une thèse qui avait été réalisée sur ce texte. Et on a rajouté aussi des choses qui n'étaient pas dans la thèse. Donc, ça fait une édition critique vraiment très, très fouillée. C'est 2 ans de travail. Mais on peut dire tout de même que c'est un livre de la réalité du quotidien d'Elia Carmona, mais il y a peut-être aussi un peu de fiction, non? Alors moi, je pense qu'il y a dans le style et dans la façon. D'abord, on est tous des êtres de fiction pour les autres. Oui, c'est ça. On a tendance un petit peu à. Et c'est vrai que c'est quelqu'un c'est un homme de plume. Donc il n'y a pas seulement. Il a peut-être inventé certaines choses. Il a écrit des petits contes. Ou des contes que d'ailleurs sa mère connaissait. Il a commencé comme ça. C'est comme ça.
en prenant des choses de sa maman et en les publiant pour gagner sa vie. Et dans ses contes, on sent effectivement dans ce livre d'autobiographie le style des contes. Et à certains moments, absolument. Par moment, on ne sait pas si c'est vraiment la réalité ou pas. Alors, s'écarte jamais vraiment de la réalité. C'est toujours vraisemblable. Des références très précises. Mais c'est la façon de l'orienter. Effectivement, ce style picaresque, c'est aussi le style du conte, c'est-à-dire on est proche de la légende ou du folklore. Mais sa vie, c'est une aventure exceptionnelle. Les prochaines parutions. Alors, les prochaines parutions, on a en particulier un disque, puisque je vous ai apporté, en fait, voilà, c'est work in progress, là. Je devrais le dire en judéo-espagnol, c'est caminando y hablando. Oui. Donc, on a un disque qui est en préparation avec une chanteuse américaine qui s'appelle Lily Henley, qui est passée au Café de la Danse il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. Et donc, je vous ai apporté, c'est pas encore mixé, c'est pas encore masterisé, mais je vous ai apporté, voilà, un des chants de ce disque qui s'appelle Duermite. Voilà, parce que c'est un travail, là aussi, il y a des chants nouveaux, il y a des chants qu'on a écrits avec Marie-Christine Varol, donc c'est pas la tradition, c'est quelque chose de différent. C'est de la création en judéo-espagnol. Oui, au-delà des mers, vraiment, le judéo-espagnol inspire. Voilà, c'est ça qui est très beau, ce sera le mot de la fin d'ailleurs, puisqu'on va se quitter en musique en écoutant Duermite. Et nous, on se retrouve au mois de novembre, le mois prochain. Con mucho plaisir, et on vous souhaite véritablement de très jolies fêtes de Ticherie. A todos, c'est comme ça. A todos y a vermos con bueno. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. François Hazard, Lior Édition, va sur le site. On trouve toutes les parutions. On se quitte avec ce morceau. Dormite mi alma, dormite mi vida, que tu padre viene con tu nueva amiga. Me fui detrás de él por ver ande iba, vi de que se iba.